Tout simplement, ce qu'ils peuvent faire pour nous aider, c'est d'essayer d'organiser avec les clandestins. Ce que je vous propose à tous, c'est de couper vos micros, s'il vous plaît. En fait, sinon, on vous entend tous. Sinon, Emilio, tu peux couper les micros de ceux qui ont les micros ouverts, s'il te plaît. Ça peut... Ouais, je peux couper mon micro. Merci. Ok, je vous propose de démarrer maintenant ce webinaire, qui est un webinaire donc IIC Accelerator, sur lequel on veut faire témoigner deux lauréats. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Paublanc, qui est le CEO d'Orixa, et Nicolas Saint-Héran, qui est le directeur innovation de Carnot Computing, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Donc, d'abord, merci de participer à cette session. Comme vous le voyez, c'est une session qu'on va animer de manière peut-être un petit peu différente des webinaires auxquels vous avez assisté. Donc, c'est pour ça que vous êtes tous en fait en possibilité de brancher vos caméras et également vos micros. Donc, je vous demande d'être attentifs, de couper tous vos micros, puisque en fait, dans un deuxième temps, dans cette session, on vous proposera de poser vos questions directement à Fabrice et à Nicolas. Mais pour l'instant, ce que je vous demande, c'est vraiment d'être attentif à couper vos micros et à couper vos vidéos. Je pense qu'il y en a encore qui sont connectés. Donc, juste soyez attentifs à ça, parce que sinon, on va être obligé malheureusement, de ne pas vous laisser la possibilité de poser des questions à l'oral, mais dans le chat, ce qui serait dommage. Donc, ce que je vous disais en préambule de l'introduction de ce webinaire, c'est que vous avez en fait plusieurs webinaires qui vous sont proposés régulièrement ou des événements pour découvrir dans le détail finalement ce qu'est l'IIC Accelerator. Donc, je suppose que certains d'entre vous ont déjà assisté en fait à ces événements. Il ne s'agit pas de ça ici aujourd'hui, il s'agit vraiment de donner la parole à deux lauréats, à deux entrepreneurs qui ont fait ce chemin. Et dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de les interviewer, de leur poser des questions, de manière à ce qu'ils puissent nous faire part de leur parcours, de leur expérience, un peu de leurs trucs et astuces par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et dans un deuxième temps, comme je l'ai indiqué précédemment, de vous passer la parole à vous, chefs d'entreprise, qui êtes présents lors de cette session, de manière à ce que directement, vous puissiez intervenir. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que les règles du jeu soient vraiment tenues par tous, hein. Donc, encore une fois, tous micro coupés, s'il vous plaît, caméra coupée, de manière à ce qu'on n'entende pas de bruit de fond. Et quand vous allez, dans la deuxième session, demander à prendre la parole, vous utilisez la petite main, vous levez la main, je vous passe la parole et vous branchez votre micro et vous branchez votre caméra et vous pouvez directement poser les questions que vous souhaitez à Nicolas et à Fabrice. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire en termes de règles du jeu. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent avoir on va dire une vision un peu plus classique de l'IIC Accelerator, c'est-à-dire une présentation par un de mes collègues PCN ou participer à des événements. Je vais vous donner quelques prochaines dates, en fait, qui sont déjà publiques. Donc, il va y avoir une participation des PCN accélérateurs à l'événement Meetup Green Tech à Paris le 7 novembre. Donc, si vous souhaitez pouvoir nous rencontrer à cette occasion, n'hésitez pas à le faire. On organise également le 9 novembre un webinaire à destination des business angels, des réseaux de business angels et de leur participation, avec notamment le témoignage d'un couple, on va dire entrepreneur business angel, pour pouvoir présenter en fait à cette cible particulière l'IIC Accelerator. On est présent à la journée Ambition Europe à Lyon le 14 novembre et également à la journée Deep Tech Connect à Paris le 14 novembre. Et autour de l'ensemble de ces événements, on va participer également à une série de webinaires autour des challenges IIC avec les pôles de compétitivité en décembre et en janvier. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites du PCN et autres. Vous aurez accès à l'ensemble de ces informations. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer un peu en préambule pour lancer ce webinaire. Donc moi je m'appelle Gilles Lecogen, je dirige au sein de BPI France l'activité Euroquity, qui est un service de mise en relation entre sociétés et investisseurs. Et on intervient en France, en Europe et en Afrique pour accompagner des sociétés, notamment Deep Tech,
dans leur développement et dans leur mise en relation avec des investisseurs et des opportunités business également sur différentes zones géographiques. Et je suis également point de contact national, donc avec un certain nombre de mes collègues que vous avez déjà peut-être pu rencontrer, Christian également de BPI France, Gorka, Jérôme et Carole. Donc ça, c'est l'équipe PCN Accélérateur France. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc encore une fois, je vous remercie Fabrice et Nicolas d'avoir accepté de jouer le jeu, de témoigner, de répondre d'abord à mes questions, puis aux questions des chefs d'entreprise qui sont présents lors de ce webinaire. Et je vous remercie d'autant plus que ce n'est pas la première fois que vous vous prêtez à cet exercice. Vous l'avez fait régulièrement et j'espère que vous allez continuer à le faire dans le futur. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir justement le retour d'expérience d'entrepreneurs et de lauréats IAIC, etc. Donc, sans plus attendre, je vais vous poser à tous les deux la même question, assez banale mais essentielle. C'est de savoir qui vous êtes. Donc, si vous pouvez vous présenter à tour de rôle, on va commencer par Fabrice et après par Nicolas. Vous présenter et présenter votre activité. Donc, Fabrice, Orixa, c'est quoi? Oui, bonjour à tous. Désolé s'il y a un peu de bruit dans le background. Je suis sur un événement où il y a tout le monde autour de moi. Et je couperai mon micro quand je ne parle pas pour ne pas vous gêner. J'espère que ma voix qui porte couvrira le reste. Donc, je suis le cofondateur dirigeant d'Orixa. Orixa, on est une société de medtech hardcore, deep tech. Donc, ça fait beaucoup de buzzwords, mais on n'est pas dans la e-santé, on n'est pas dans la biotech, on est vraiment du développement de dispositifs médicaux pour l'hôpital, pour les services de soins intensifs, avec une technologie de rupture qui est la ventilation liquidienne. Donc, vous connaissez tous les ventilateurs gazeux, notamment la ventilation invasive, qui est à l'origine de l'essor des soins intensifs, en fait. Et on apporte une modalité différente. On ventile avec un liquide respirable et on a développé le premier ventilateur au monde qui va être testé pour la première fois, c'est une première mondiale l'an prochain à l'hôpital Cochin, à l'hôpital Erasme sur des patients. Et notre première cible thérapeutique, la première indication, c'est le syndrome post-rectal, donc des patients réanimés post-rectal, qu'on va prendre en charge pour les refroidir très rapidement par ventilation liquidienne. Merci beaucoup, Fabrice. Nicolas, même question pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu quelques petits problèmes techniques en commençant, donc voilà. Merci de m'inviter encore. Effectivement, c'est avec plaisir que je rends l'appareil aussi à BPI qui m'aide régulièrement et qui nous a aidés et accompagnés sur la partie EIC Accélérateur. Donc moi, je suis directeur innovation chez Carnot Computing. On est une PME maintenant, on évite de dire une start-up, mais voilà, on existe depuis 2010, on est en 80, on a fait plusieurs levées de fonds, dont la dernière grâce à l'EIC Accélérateur. Enfin, en tout cas, complété par l'EIC Accélérateur ça a eu un rôle important, l'EIC Accélérateur dans la conclusion de cette levée de fonds. Et nous, on fournit une alternative au data center, c'est-à-dire qu'on fait on est un fournisseur de services cloud comme peut l'être OVH, Amazon ou Azure. En revanche, notre service cloud se repose sur une infrastructure unique dans laquelle on a considéré que la chaleur n'était pas un déchet, mais un produit. Donc, on a décomposé et disrupté le data center en plein de petits morceaux pour les mettre directement là où la chaleur produite par les serveurs informatiques en fonctionnement pouvait être utile. Donc, sur des réseaux de chaleur, sur des piscines, sur des bâtiments d'habitation, sur des procédés industriels, de l'agroalimentaire, des serres agricoles, pour justement valoriser la chaleur fatale produite par les serveurs informatiques et donc ainsi réduire l'empreinte environnementale du numérique et de la chaleur. C'est d'une pierre deux coups et on est à la croisée des chemins entre la deep tech et la partie infrastructure. C'était aussi un des enjeux pour nous dans la difficulté de rechercher des nouveaux fonds et des nouveaux investisseurs, puisque c'est deux choses qui sont difficilement compatibles d'un point de vue purement investisseur. Et c'était un des enjeux en fait de démontrer ça auprès de l'EIC Accélérateur notamment. Merci Nicolas. Tu peux nous rappeler quand Carnot Computing a été lauréat et quel montant, quel niveau de grant et d'equity vous avez eu? Alors nous, dans l'histoire, on avait commencé en 2021 par les premières phases, à l'été 2021, par les phases amont, je ne sais plus comment elles s'appellent, avec la vidéo, etc. On a été lauréat de cette phase-là en décembre. On a candidaté une première fois en mars 2022 de mémoire. On a été refusé une première fois. Et on a recandidaté en juin pour un oral en septembre 2022 et une réponse officielle le 11 octobre 2022. C'est des dates dont je me souviens très bien maintenant. D'accord. Tu peux nous dire quel est le montant de... Ah oui, pardon, le montant.
Le montant, on a eu quasiment le max sur la partie grant et on est en equity sur un montant de 8 millions. Alors, il faut savoir que l'equity, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué auprès de le IB et le IC Fund, mais que vous pouvez, à mon avis, mobiliser plus rapidement que nous. Pour la petite histoire, en fait, on était en train de closer une levée de fonds. Il s'avère que la réponse positive de l'EIC Accelerator a vraiment, pour nous, accéléré le closing et le deal. Donc ça, c'est très positif, sauf qu'il y a eu un réveil un peu tardif de l'EIC Fund, mais qui, malgré tout, a voulu vite se raccrocher au wagon. Et donc, on a intégré l'EIC Fund après la clôture du deal, du tour. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est à mon avis de les solliciter et de les bouger plus tôt dans le processus. Enfin, en tout cas, dès que vous avez un go, harcelez non, mais en tout cas, si vous avez un deal en cours, surtout vous rapprochez très très vite de l'EIC Fund et de l'EIB, qui sont par ailleurs très 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 efficaces une fois qu'ils sont en route. Merci Nicolas. Fabrice, même question pour toi. Quand est-ce que tu as été lauréat et quel montant? Alors, nous, on a fait une première tentative en 2020 et on n'avait pas passé la phase 1, donc on s'est dit qu'on était trop tôt. Et donc, on s'est, même peut-être 2019, je crois, tout début. Et on a fait une tentative pour voir. Mais la vraie tentative qui a abouti, on l'a lancée, je pense, toute fin 2021. On a sélectionné notre conseil pour nous accompagner, nous coacher sur le dépôt du dossier et toute la procédure. On a dû déposer, je crois, en mars ou avril, avoir la réponse en juin. Même chose, pitcher comme Nicolas en septembre et avoir la réponse. Alors, je ne me rappelle plus la date du 11 octobre. Nous, je ne sais pas si c'était le 11, le 12 ou le 13, mais enfin, c'était mi-octobre 2022. Donc oui, pardon, donc décembre 2021, un peu la décision en interne d'y aller et la bonne nouvelle en octobre 2022. Ok. Et on a eu, alors oui, pour la même question, donc on a eu aussi, on avait demandé le maximum, on a eu quasiment une somme de 2,45 millions en grant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la première tranche, elle est déclenchée très, très rapidement dès qu'on a signé le contrat. Et nous, c'était rapide. Hein. En décembre, on a signé le contrat, donc on a eu le premier million en février. Ça, c'était vraiment important pour nous. On était sur des finances un peu tendues. Et puis, pour la partie equity, donc on avait demandé 5 millions. On aurait dû demander plus, mais là, il y a eu un petit point. On pensait qu'on était limité à 25% finalement de notre besoin total, alors qu'après, on a su qu'on aurait pu monter jusqu'à 50%. C'est comme ça, déjà 5 millions, c'est pas mal. Et donc là, alors nous, expérience différente de Nicolas, nous, on n'arrivait pas à trouver un lever VC lead pour prendre le lead sur notre série A. Hein. Depuis le début de l'année, comme vous le savez, je pense tous, c'est très compliqué. Et donc, on a eu un nouveau chargé d'affaires en juin. On a tout au niveau de l'EIB, il a pris le dossier en main. Khalid, il s'est rendu compte, avec été transparent, qu'on y arrive, c'était vraiment très difficile et que c'était quasiment mission impossible. Et il a mis en place un système où finalement, on va faire un tour avec des obligations convertibles. L'idée, le principal investisseur va être le EIC Fund. Et donc, c'est en train d'être validé en ce moment, cette semaine à Bruxelles. Mais a priori, il n'y a pas de fumée noire qui se dégage, plutôt de la fumée blanche. Et donc, on espère bien que d'ici une dizaine de jours, on aura la term sheet officielle de l'EIC Fund. Et l'idée, c'est de faire une espèce de bridge, enfin, d'avoir les moyens d'obtenir les résultats de la première étude clinique chez l'homme pour faire une série A. Et là, faire venir à bord un ou plusieurs fonds de VC. Une remarque, quand j'entends Fabrice, clairement, le IC Fund, ils sont très performants quand ils se mettent en route et qu'ils trouvent des solutions très intéressantes. Pour le coup, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et ça a été même beaucoup plus long pour moi pour déclencher la partie grant, en l'occurrence. J'avais des petits problèmes à l'intérieur de mon montage, mais qui étaient très clairement écrits dans le dossier, mais pour le coup, ça a posé des problèmes d'un point de vue contractuel. Et ça, c'est jamais insurmontable. Par contre, ça peut prendre parfois du temps. En tout cas, le IC Fund a été, nous, très, très efficace à partir du moment où ils ont été mis en route. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. J'ai une question, on va commencer par toi, Nicolas, comme tu es le dernier à avoir pris la parole. Moi, j'aimerais savoir finalement comment vous avez eu connaissance de ce dispositif, de l'EIC Accelerator, et qu'est-ce qui vous a motivé finalement à postuler et à entamer cette démarche? Moi, j'ai un historique très ancien avec l'EIC. C'est vrai que j'étais consultant avant et que j'ai monté des instruments de PME phase 2 pendant plusieurs années.
Et c'était l'ancêtre de l'EIC Accelerator et qui avait énormément de défauts. Et du coup, on avait même candidaté pour Carnot sans succès, avec des notes extraordinaires, mais c'est jamais avec succès. Donc malheureusement, l'instrument PME, donc l'ancienne version de l'EIC Accelerator, avait un défaut qui introduisait un biais de chance, à mon avis non négligeable, plus que non négligeable. Et du coup, il y a eu énormément de progrès faits sur la forme de l'EIC Accelerator qui limite, à mon avis, la part de chance. Clairement, la partie orale est essentielle. La partie rebuttal, quand on a des questions et qu'on peut y répondre sur un redépôt, c'est quand même essentiel. Enfin, vraiment énormément d'améliorations à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on s'est reposé la question aussi parce qu'on était en cours de levée de fonds. Donc moi, je suivais le dispositif, mais je le connaissais sans me dire que c'était le moment. Sauf que pendant la levée de fonds et avec la nouvelle stratégie qu'on était en train de mettre en œuvre, ça me paraissait parfaitement adapté. Et ben, force est de constater que je ne me suis pas trompé, mais c'est quand même difficile. Merci Nicolas. Fabrice, de ton côté, tu as eu connaissance en fait de ce dispositif, de quelle manière et ta motivation principale pour procéder? Moi aussi, j'avais une expérience mais positive sur SM Instruments, alors pas avec Orixa, mais avec une autre société dans laquelle j'avais mis un peu des billes et pour laquelle j'avais monté le dossier, on avait été en 2017 ou 2018, sur SM, enfin PME Instruments, SM Instruments en anglais. Et donc, quand j'ai créé Orixa, très vite, j'ai eu le réflexe de me dire, bon, c'est un peu le Graal, quoi. Il n'y a pas mieux à la fois en termes de récompense financière et puis en termes aussi de stamp of approval. Et donc, on a fait une première, je vous dis rapidement, la première tentative, mais bon, c'était vraiment trop tôt en 2019. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même être accompagné, parce que même si je l'avais fait une fois, et bon, enfin, faut être accompagné. Il y a des fois, c'est comme au patinage artistique, il y a les figures imposées et les figures libres. Donc, si on est très bon aux figures libres, mais on se plante dans les figures imposées, ben, ça ne le fait pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a assez vite, une fois qu'on a fait notre tour de seed, on s'est vraiment repenché sur le projet et on a décidé d'y aller. Et justement, décider d'y aller, c'est une décision partagée par l'ensemble des associés d'Orixa. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur finalement comment vous avez fait pour faire un go interne là-dessus? C'est souvent une question qu'on ne pose pas aux entrepreneurs, mais comme c'est un projet d'entreprise d'une certaine manière en tant que tel, comment vous avez fait, Fabrice? Et après, je te poserai la question, Nicolas. Alors nous, à l'époque, on était vraiment une petite structure. Hein. On a recruté nos 2 premières personnes en janvier 2022, donc après avoir pris la décision. Donc c'est vraiment le noyau des cofondateurs. Je dirais là-dessus, ils me font confiance parce qu'eux sont du domaine académique. Donc c'est vraiment ma responsabilité d'aller chercher les fonds et de gérer ces aspects-là. Mais il y en a un d'entre eux, notre chief medical officer, à mi-temps, que j'ai impliqué, enfin, j'en ai parlé à tous, ils étaient tous d'accord sur le principe, en disant qu'il fallait tenter l'aventure. Et puis, je leur ai dit, bon, c'est moi qui vais prendre la grosse partie du boulot de rédaction, mais il y en a un d'entre eux que j'ai impliqué, donc on a fait ça à 2, plus une consultante qui nous coachait. Merci Fabrice. Nicolas, de ton côté? Alors la décision interne, bon, souvent ils me font confiance, mais en plus de ça, en fait, on avait des investisseurs qui étaient au courant de l'EIC Accelerator et qui nous ont dit que ça serait peut-être une bonne idée. Et donc moi, c'est plutôt le timing de lancement de l'initiative qui m'a intéressé. C'était un petit moment qu'on nous en parlait en interne. Moi, je pensais qu'on n'était pas tout à fait prêt, que c'était pas exactement le bon moment. Donc j'ai plutôt choisi la temporalité du démarrage, mais le choix d'y aller, ça a été fait très facilement et très rapidement en amont. D'autant que c'est mon rôle, donc c'est assez normal. Et j'écoute, Fabrice, je rejoins sur le consultant. C'est important d'avoir le consultant, même si on se répartit les rôles. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le consultant, il ne fera jamais la totalité du chose. Mais clairement, le consultant, il aura la notion des figures libres et des figures imposées. Et du coup, c'est important de l'accompagner dans cette démarche-là, mais d'apporter toute la matière et de se répartir les rôles, parce qu'en fait, c'est clair que la décision d'y aller, c'est une chose. Par contre, il ne faut pas se voiler la face, et c'est un travail d'équipe, y compris en interne, pendant la réalisation de la mission. Et du coup, voilà, j'ai impliqué et mobilisé au bon moment chacune des personnes, et ça a été une des grandes réussites, je pense, de notre candidature. Si on reste sur cet aspect conseil, puisque vous avez évoqué l'un comme l'autre le fait que vous avez été accompagné en fait dans ce projet, est-ce que vous pouvez nous dire un peu justement concrètement comment ça s'est passé et quel est le partage des rôles finalement et des responsabilités
entre une société de conseil et vous. C'est un élément qu'on revoit souvent, en fait, posé comme question de la part des entrepreneurs. C'est savoir jusqu'où ils doivent s'investir pour faire en sorte qu'effectivement le dossier corresponde aux besoins et aux attentes de la société et quelle est la part finalement de ce que fait le consultant. Donc Nicolas, si tu veux bien rebondir là-dessus, puis après Fabrice. Moi, je me suis beaucoup impliqué. Effectivement, c'est clairement un travail d'équipe et l'enjeu derrière est tellement fort que franchement, ça en vaut la chandelle. Après, effectivement, contrairement à Fabrice, nous, on était déjà bien établis, on était déjà une trentaine de personnes. Donc, l'enjeu pour nous, c'était pas de dédier un cofondateur à temps plein sur ce sujet-là. Je n'ai pas été à temps plein non plus d'ailleurs. Mais c'est évidemment vous apporter la connaissance du marché, la connaissance de la technologie, etc. Quand bien même le consultant il connaît ce genre de technologie, il ne connaîtra jamais la vôtre en détail. Et il faut leur faire confiance sur la rédaction malgré tout. Non, moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté, en gros, on cadence le montage, on s'occupe des parties après parties, il s'occupe de récolter l'information, de la rédiger, et nous de la contrôler au fur et à mesure. Et derrière, il y avait un échange quand même quotidien sur les derniers jours, évidemment, sur le contrôle de ce qui allait effectivement être uploadé. L'enjeu, clairement, c'est comme d'habitude, les plateformes, enfin moi en tout cas à l'époque, les plateformes sont quand même mal foutues pour de la collaboration, enfin sont pas faites pour de la collaboration tout simplement. Du coup, c'est quand même un peu un enfer à la fois de travailler, en gros, on a un document partagé, et derrière, il faut faire des copier-coller au bon endroit sur la plateforme, et ça reste la responsabilité intégrale du consultant. En tout cas, moi, j'ai pas du tout, je pense que j'ai à peine été sur la plateforme. Enfin, j'y étais pour voir, mais j'ai jamais mis après les pieds dessus. Et donc, voilà, moi, je l'ai laissé cadencer. Je l'ai par contre bien accompagné à la fois sur le contenu de ce que je lui fournissais, je faisais intervenir les bons interlocuteurs au bon moment, et derrière, je faisais une relecture assidue de ce qui était produit. Et même, j'ai pris la charge de certains des documents qui me paraissaient plus propres à mon expertise et qui n'étaient pas nécessairement à valeur ajoutée pour le consultant. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que j'ai travaillé. C'est un binôme très très étroit dans lequel je faisais intervenir parfois d'autres personnes. Merci Nicolas. Fabrice, de ton côté? Nicolas, tu ne connais pas ton bonheur de ne pas avoir interagi avec la plateforme. Tu ne peux pas l'imaginer. Je crois d'ailleurs que la plateforme a été changée depuis. Je l'ai fait avant, hein, j'ai pratiqué beaucoup avant, mais voilà. J'étais content de le laisser. Parce que donc, nous, on a eu une approche un peu différente. En fait, en 2017, j'avais eu une approche peut-être plus similaire à ce que tu as eu, Nicolas, sachant que chaque configuration de toute façon est très spécifique. Chaque projet est très spécifique. Mais où en effet, on avait un consultant. Enfin, pour moi, il y a deux types. Soit on prend vraiment un consultant, une boîte de consulting, qui va en effet tenir la plume, récolter la faute, tout compiler, uploader, etc. Nous, on a opté pour plutôt prendre une coach, plutôt comme coach, c'est-à-dire qu'elle est intervenue pour nous briefer, pour bien valider avec nous qu'est-ce qu'on mettait dans le dossier, comment fallait le présenter, qu'est-ce qu'il fallait pas mettre. Elle nous a bien briefé aussi pour la vidéo, c'est important, nous ne connaissons rien en vidéo, pour même trouver quelqu'un pour nous faire la vidéo. Elle nous a bien préparé pour les oraux, et c'est nous qui avons tenu la plume. Et in fine, donc, alors ça, moi, ça ne me dérange pas de tenir la plume. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est en effet le côté copier-coller dans l'interface avec les fenêtres qui s'ouvrent. Après, on ne sait plus où elles sont. Enfin, c'est vraiment, je crois qu'ils l'ont fait exprès d'ailleurs. De ça, Gilles, tu poses la question, tu connais peut-être la réponse. Je crois qu'ils l'ont fait exprès justement pour faire des consistency checks qui fait que la même information se retrouve dans 5 endroits différents et vous ne savez plus où elle est. Et c'est vraiment c'est un enfer. Alors, vu que c'est moi qui ai mis 90% de l'info dedans, finalement, j'étais quand même à peu près cohérent avec moi-même, donc je n'étais pas trop stressé, mais quand même là, des fois, c'est assez stressant parce qu'on dit, ouais, on avait dit combien? Qu'on en mettait 10 nouvelles personnes en 2026, puis après on dit, non, on va plutôt en mettre 8, puis après on dit, ouais, mais alors, c'est d'autres que j'en ai mis 10, il faut que je change. Bref. Donc, c'est vrai que c'est un gros boulot, c'est vrai que ça peut être très frustrant. Maintenant, après, voilà, ça dépend un peu des sensibilités. Nous, c'était tellement, on est sur un sujet tellement disruptif, tellement nouveau, il n'y a pas de concurrence, personne n'a entendu parler, voilà, donc, on s'est dit, c'est nous qui allons être vraiment nos meilleurs ambassadeurs et on veut contrôler le moindre mot qui est mis, sauf quelques parties qui sont vraiment très standards sur il y a des trucs sur les compliance, etc. Enfin bon, ça c'est la consultante qui a répondu aux attentes qui sont attendues, on a informé évidemment, mais sinon c'est vrai que 95%
La rédaction, c'est nous qui l'avons faite. Et elle faisait de la relecture et de la relecture très pertinente. Et ça aussi, je pense que c'est très important. Parce que nous, on est tellement près de nos projets, on est tellement enthousiastes, on est tellement dans notre jargon qu'on a besoin de toute façon d'un œil extérieur qui voit le projet avec l'œil d'un reviewer lambda et qui nous dit attendez là les gars, on comprend rien ou peut-être que vous ça vous intéresse mais ça intéressera personne d'autre. Merci Fabrice. Vous avez eu l'occasion l'un et l'autre d'échanger, de discuter avec d'autres entreprises lauréates, françaises ou autres, pour justement avoir leur retour d'expérience, comme on est en train de le faire aujourd'hui, ou pas du tout? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ouais, bah, juste rapidement, moi pour sélectionner mon consultant, j'ai interviewé quelques personnes avec qui elle avait travaillé pour la valider. Et puis c'est vrai qu'au moment où on est passé aux euros, ouais, je suis parti, j'étais en contact avec 2 autres lauréats pour avoir un peu de retour de leur part. Même chose, une fois qu'on a été lauréat, pour savoir comment ça se passait un peu avec le EIC Fund, je n'ai pas hésité à contacter les gens sur LinkedIn, ceux qui avaient fait des communiqués de presse en disant on était EIC Accelerator lauréat, dans les listings aussi, pour dire, bah, tiens, évidemment des gens dans la medtech plutôt, hein, pour avoir des choses qui sont comparables. Ok, merci. Ça t'a été utile? Tu as trouvé des bons trucs, des bons trucs et astuces? Ouais, parce qu'il y a rien de tel que d'être passé à travers le process. Après, chacun a son projet, chacun a son histoire, chacun a sa possibilité, mais quand même, il y a des erreurs à pas faire et puis c'est utile de partager. Merci Nicolas. Oui, j'ai échangé avec des lauréats et des non-lauréats aussi, parce qu'en fait, mine de rien, il y en a aussi d'autres qui réussissent pas et en fait, c'est aussi intéressant d'apprendre d'eux. Donc oui, j'ai échangé avec ces gens-là. Après, je me suis aussi basé sur mon consultant qui connaissait un peu le process en détail. Donc oui, j'ai fait le tour des popotes et en fait, en l'occurrence, maintenant, je reçois pas mal de contacts, effectivement, pour que je partage en privé, entre guillemets, les bonnes pratiques ou quoi. Mais oui, c'est important, l'espèce de communauté qu'il y a autour de ça, je pense que c'est vraiment important de s'échanger les bonnes pratiques et surtout de se mettre en garde. Et la réunion d'aujourd'hui, c'est pareil, mais à grande échelle. Mais en vrai, le côté mise en garde, l'oral, c'est vrai que j'avais un peu oublié l'oral, mais en fait, l'oral, ça a été un énorme stress. Et pour le coup, là, le consultant et les lauréats ou pas lauréats à qui j'ai pu échanger, ça a été très positif et très instructif. Merci. Et vous avez aussi interagi avec les points de contact nationaux IIC Accelerator. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez fait avec eux et si ça vous a été utile? Oui, complètement. Alors moi, j'ai échangé une première fois avec Jérôme Billet, après la phase 1, quoi, après la vidéo. D'ailleurs, on n'avait pas de consultant, nous, pour la vidéo, hein, pour le coup, on a tout fait tout seul. Et je m'étais dit, moi, dans ma tête, que si j'étais pas capable de passer tout seul la première phase, c'est que j'avais aucune chance sur la deuxième. Et donc, juste à ce moment-là, on a échangé avec Jérôme Billet sur un premier échange sur lequel il validait. Enfin, concrètement, on pensait qu'on était sur la bonne voie, mais il y a une forme de validation avec pas mal de recul, mais un avis plutôt favorable. Ça, c'était intéressant. Mais le plus intéressant, c'était effectivement après la phase écrite. Quand on a accepté à l'oral, c'est là où en fait, je pense que les PCN ont toute leur valeur ajoutée. Et là, il y a Gorka qui est rentré dans la boucle également. On a organisé des euros blancs. Comme j'expliquais l'année dernière, des euros blancs qui ont été catastrophiques. J'en ai pas dormi de la nuit tellement c'était horrible. Alors moi, je faisais pas l'oral en l'occurrence. J'avais mis mes 2 cofondateurs et le directeur de la stratégie. Moi, je faisais le coaching, etc. Mais peu importe, j'avais préparé toutes les questions. J'étais à fond et en fait, il y a eu une erreur. Enfin, bref. Donc, en gros, c'est pas parce que vous ratez l'oral blanc que vous n'y arriverez pas le jour J. Mais en l'occurrence, oui, on avait beaucoup travaillé avec effectivement les PCN. Ouais, je pense que c'était une manière de mettre en condition qui était très intéressante et très importante dans la démarche. Merci Nicolas. Fabrice, de ton côté? Oui, alors nous, en effet, on s'est rapproché. En fait, c'est surtout le Gorka qui nous a contactés. On est ravis de voir qu'il y avait des soutiens pour préparer l'oral, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance, on est tellement dans le dossier, on est tellement dans l'écrit que voilà, on n'y pense pas vraiment. Et on a fait 2 euros blancs avec Gorka, Jérôme, et puis les gens de Rhône-Alpes, enfin, entreprise Rhône-Alpes, donc en région lyonnaise. Nous, on a pitché à 3, je pense que c'est important en effet d'être plusieurs, hein, donc avec
avec mon cofondateur Chief Medical Officer qui avait participé à la rédaction du dossier, et puis avec Sandrine qui était arrivée, qui était notre premier employé en 2022. Et on s'est dit que c'est important de montrer l'équipe. Et surtout de tout le réglementaire et une partie de la R&D. Et donc, on a briefé Sandrine pour qu'elle soit au courant de ce qu'on avait mis dans le dossier, parce qu'elle avait été pas impliquée au départ. Mais bon, ça s'est bien passé, et les euros blancs ont été clés pour nous. On a eu aussi les conseils de notre consultant. Les euros blancs sont clés pour prendre conscience de certains pièges, de certains défauts. Je me rappelle à la fin de la première euro blanc, avec une consultante avec la PCM, elle me dit ah ben c'était très bien, mais là, à un moment, vous avez dit un truc, c'est rédhibitoire. Je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait un truc qu'il faut pas dire. Et donc, c'est vrai, quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Et donc, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner avec votre consultant, avec les PCM, et avoir des regards croisés pour les jours J, être serein, quoi. Puis vraiment donner envie, quoi. Merci Fabrice. J'ai une dernière question à vous poser avant de passer la parole donc à tous les entrepreneurs qui sont parmi nous là, lors de ce webinaire. Donc, ma question va être très simple. C'est finalement ce que vous referiez et ce que vous ne referiez pas. Autrement dit, un peu vos trucs et astuces par rapport à votre expérience. Donc, je sais que c'est un exercice complexe, mais comme je suis certain que vous avez déjà fait cette analyse à de nombreuses reprises sur ce qui a bien marché et ce qui aurait peut-être été amélioré dans votre parcours avec l'IIC Accelerator, je souhaiterais que l'un et l'autre, vous puissiez en quelques minutes nous synthétiser ces informations. Donc, on commence par Nicolas. Allez. Je referai tout pareil. Tout pareil. Non, en vrai, je suis content d'avoir pris le temps malgré tout. Écouter son consultant, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il gère la temporalité, je pense que c'est vraiment important. Au début, j'étais ultra pressé. Je me suis dit qu'on pouvait faire un truc en 1 mois et demi. En fait, c'était juste une aberration. Et heureusement, la deadline avait été repoussée à l'occasion, enfin, à cette époque-là, donc c'était tant mieux. Je pense qu'il faut vraiment écouter son consultant. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'avais un consultant à temps plein au quotidien, donc voilà, c'était peut-être plus facile, mais je pense que c'est important. Dans les conseils, je pense que c'est effectivement garder la main sur le consultant. Moi, j'ai vraiment fait un binôme avec lui. C'est comme si c'était un collègue, et je pense que c'est une bonne chose, parce que ça permet vraiment d'échanger au quotidien, et pas juste attendre les réunions pour partager. Je pense que ça, c'est important. Qu'est-ce que je referais? La préparation de l'oral, qu'est-ce que je referais? Alors j'impliquerais, enfin, autant que possible et plus possible mes cofondateurs le plus tôt, on va dire. Parce qu'évidemment, j'avais toute l'information, mais par contre, les engager sur la complexité de l'exercice de l'oral, c'est vraiment important. Et justement, cet oral raté, ça a été l'occasion pour lui, mon boss, de se remettre en question. Et je crois qu'il a bossé vraiment comme un fou tout un week-end. Et en l'occurrence, on avait tout scripté, tout l'oral était scripté de A à Z. Non, pour le coup, on a mis en place un espèce de studio avec la machine, avec tous les points importants de chaque bullet point. Tout avait été appris par cœur. On avait arrêté de faire des efforts sur l'accent anglais. On était mis, voilà. On avait tous les micros qui allaient bien, tous les haut-parleurs qui allaient bien. Enfin, vraiment, on avait tout testé à l'avance 10 fois. Et ça, je le conseille. Donc non, je pense que c'est l'enjeu pour moi, c'était effectivement de peut-être mieux maîtriser encore exactement tous les documents, et c'est le fait de m'abstenir de comprendre la plateforme, peut-être que ça m'a un peu desservi. Malgré tout, la plateforme est complexe, donc est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Je pense que s'il y a un truc que je referais, c'est effectivement mieux comprendre la plateforme. À pas oublier, mais ça j'étais conscient de l'enjeu, c'est de bien faire attention que tout ce qu'on prévoit à l'origine, les livrables, etc., c'est bien des choses que vous allez devoir faire. Donc faites attention à ne pas faire trop de livrables, à ne pas faire trop de... Voilà, rester dans le domaine du raisonnable. L'avantage, c'est que autant dans certains projets, on a peut-être un peu tendance à vouloir embellir le sujet. Là, à mon avis, on doit vendre vraiment ce qu'on va faire, parce que de toute façon, c'est un investisseur qui va se poser la même question que les autres. Du coup, il n'y a aucun enjeu de survendre le truc. Enfin, il faut vraiment vendre exactement ce que vous allez faire, et pas vous mettre des bâtons dans les roues pour la réalisation. Parce que pour le coup, on oublie qu'après avoir obtenu la subvention, il faut quand même réaliser le projet tel qu'on l'a prévu, et que toute modification avec l'Europe n'est pas forcément simple à assurer et à assumer. Donc, bon, voilà,
ça, je le referai aussi, mais j'attire l'attention des futurs candidats et lauréats sur ces points-là. Merci beaucoup, Nicolas. Fabrice, à ton tour. Je pense que probablement beaucoup de choses de façon similaire. La chose que je modifierais, c'est qu'en fait, j'avais pas compris que la plateforme, c'est comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que plus vous passez les niveaux, plus il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et des niveaux nouveaux que vous découvrez. Donc en fait, alors encore une fois, je ne sais pas si c'est toujours la même plateforme ou pas depuis avril-mai 2022, ou si il me semble que ça, Bon, ça faut change. voir, ça a changé, hein, c'est ça. Bref, en tout cas à l'époque, mais je pense que c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de l'exercice, faire un premier, même en laissant des pavés 9/10 vides, pour voir en fait tout ce qui vous est demandé. Et on n'a pas fait vraiment cet inventaire au départ. Et donc, du coup, des fois, on avait l'impression vraiment de patauger dans la semoule, assez frustrant. Voilà. Sinon, ouais, pour l'oral, nous aussi, on avait beaucoup investi sur le setup, sur préparer les questions-réponses. Ça, je pense que c'est voilà, pour être à l'aise le jour J, il faut être vraiment carré sur. Alors, il y a toujours potentiellement une question auquel on ne s'attend pas, hein, mais bon, ça fait partie du jeu, ou deux ou trois. Mais sur les questions vraiment entre guillemets basiques, faut être vraiment carré, il faut savoir qui intervient sur quel domaine, pas se marcher sur les pieds, montrer la complémentarité de l'équipe, ça c'est super important. Et puis après, il faut faire le projet. Parfait, merci beaucoup Fabrice. Donc je vous propose maintenant de démarrer le deuxième temps de ce webinaire, c'est-à-dire les questions des entrepreneurs. Donc n'hésitez pas, donc la méthode est très simple, hein. Vous levez la main et quand je vous passe la parole, vous allumez votre vidéo si vous le souhaitez et vous pouvez poser votre question. Il y a également le chat pour ceux qui ne souhaitent pas brancher leur vidéo si l'environnement dans lequel ils sont ne leur permet pas. Vous pouvez également poser vos questions par chat et on les distribuera à Fabrice et Nicolas. Donc la parole est à vous qui êtes qui participez à ce webinaire. Oui, bonjour. Je me présente, je suis David Andreux. Vous avez exposé tous les deux. Merci déjà pour tous vos témoignages, c'est très intéressant. Vous avez témoigné tous les deux avoir fait plusieurs tentatives. Pour vous, synthétiquement, qu'est-ce qui caractérise la juste maturité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, votre candidature a bien fini par un succès, alors que préalablement, bon, ça a été certes un apprentissage, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Donc, c'est quoi l'élément qui a été déclencheur pour vous? Alors, qui prend cette question? Moi, je peux parler pour Carnot. Ouais, c'était pour le coup, on était vraiment en pleine phase de levée de fonds et en gros, on était dans le roadshow et en vrai, c'était le bon moment aussi pour maturer un peu la stratégie qu'on voulait mettre en place et la stratégie qu'on allait vendre à l'EIC, parce que comme je disais, en fait, ce qu'on vend à l'EIC, c'est ce qu'on vend aux investisseurs et donc en gros, ce qui va plaire aux investisseurs et ce qui va être en adéquation avec l'objectif in fine de l'entreprise, c'est aussi celui qui va convenir à l'EIC. Donc moi, c'était le roadshow qui a quand on démarre le roadshow, on peut commencer à démarrer l'EIC parce que tout va un peu se maturer progressivement. Et voilà. En tout cas, pas se précipiter, ça c'est sûr. Et comme une levée de fonds, il faut anticiper les besoins de cash et c'est valable aussi pour l'EIC. Fabrice, tu veux compléter ou est-ce que la réponse te convient? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas sur le fait que ce qu'on vend à l'IC, c'est ce qu'on vend aux investisseurs. Après, il ne faut pas que ce soit des trucs soient complètement alignés, sinon très vite, le grand écart est très douloureux. Deuxièmement, nous, on s'était dit, on va tenter, c'est probablement un peu trop tôt quand on a fait la décision en décembre 2021. Mais bon, on savait on peut recandidater. Hein, une fois, si on était retoqué à l'oral, on repasse l'oral. Si on était retoqué à la phase 2, on peut resoumettre la phase 2. Donc, on s'était dit, écoutez, on va se jauger. Finalement, c'est peut-être un peu plus tôt que ce qu'on pensait. Bon, ça peut arriver d'avoir des bonnes surprises dans l'entrepreneuriat, et là, c'en était une. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on était mûr sur la roadmap vraiment clinique et marché
qu'on avait et technologiques qui permettaient de délivrer sur cette roadmap clinique et marché. Donc voilà, c'est pas un exercice, c'est pas un projet R&D qu'on présente, c'est vraiment un projet de développement de produit, d'une solution qui adresse un besoin, un marché, etc. Et quand on avait fait l'exercice 1 an et demi, 2 ans avant, je ne sais plus, en 2019, on n'avait pas du tout ce degré de maturité et c'est pas étonnant qu'on ait été retoqué, c'était même plutôt tout à fait justifié. Merci Fabrice. Une autre question? Allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, je vous passe la parole ou prendre la parole directement. Alors, Franck, la parole est à toi. Tu peux mettre la vidéo en route si tu souhaites. La vidéo, oui. Est-ce que vous me voyez? Oui. Voilà, parfait. Donc voilà, de Bordeaux, c'est Indix. Je constate que vous avez toujours à chaque fois fait l'EIC en parallèle d'une levée de fonds et pas en séquentiel. Donc ça, c'est un peu ma première question. Et deuxièmement, comme c'était en parallèle, est-ce que vous aviez déjà des LOI ou en tous les cas une bonne interaction avec certains investisseurs avant d'enclencher l'EIC? Merci beaucoup. Donc, qui prend cette question? On va commencer par Fabrice, puisque Nicolas a commencé. Peut-être plus, vas-y Nicolas, parce que nous, on n'était pas tout à l'heure dans cette configuration, donc peut-être toi, tu vas peut-être... Ouais, nous, on était effectivement bien dans cette configuration. On était effectivement bien dans cette configuration. Les LOI, ça a été important, mais on ne s'est pas que basé sur les LOI d'investisseurs, pour le coup. Alors, effectivement, on a mis les LOI des investisseurs précédents qui étaient prêts à remettre au pot, ça c'est une chose. On a surtout, en fait, mis en valeur des gros projets qu'on était en train de closer, quoi, et qui validaient un peu le modèle qu'on était en train de présenter. Et on a mis des LOI aussi de partenaires de recherche, parce qu'on a des partenaires de recherche des partenaires de recherche qui sont très ambitieux. Donc, on a mis un peu tout ça au pot. Et moi, je pense que c'est pas tant les investisseurs définitifs qu'on va chercher à mettre en valeur ici. Quand bien même, pendant l'oral, on nous a posé la question, effectivement, de notre tour de table. C'était une personne de l'EIC Fund qui était dans le jury, qui, pour le coup, n'a pas posé beaucoup de questions. On n'a posé qu'une seule, c'est où est-ce que vous en êtes? Quand on a dit qu'on avait un lead, je pense que ça leur a beaucoup plu. Donc, voilà, je pense que ça peut être aussi un espèce pas un filet de sécurité, mais une garantie supplémentaire pour l'EIC de donner un avis favorable. Même si le représentant de l'EIC au niveau du jury, je ne sais pas quel est le pouvoir qu'il a ou le poids qu'il a. Fabrice, OK pour toi, ou tu veux compléter? Alors ouais, nous on est dans un cas de figure, on est peut-être dans un cas de figure assez différent, parce qu'en fait on a embrayé sur le dépôt du dossier après un tour de seed où on n'avait pas qui a été fait sur des business angels, des family office et puis quelques-uns de nos partenaires industriels, donc pas de fonds VC, ni d'amorçage, ni autre au capital. Donc, on avait une LOI d'un fonds, mais enfin, qui était très vague, parce que bon, quand on a les copains dans les fonds, on peut leur demander, fais-moi une petite lettre de soutien pour le. Donc, on a peut-être même 2 comme ça pour le IC Accelerator. Mais bon, c'était pas brûlant du tout et qu'on n'était pas vraiment. On a été transparent, on n'était pas en process. On ne fait pas ça en parallèle du processus de levée de fonds, donc on venait juste de boucler notre tour de seed. Par contre, on a mis des lettres de soutien de nos partenaires industriels, ça c'est clair, de cliniciens sur le besoin médical, de partenaires de recherche. Et puis, quand on est passé à l'oral, là, on était on avait démarré, on passait en octobre, fin septembre, on avait démarré en juin notre tour de série A. Et là, c'est possible qu'il y ait une question, et on leur a dit où on en était des premiers contacts avec des VC, mais on n'était pas du tout aussi avancé que peut l'être Nicolas. Et c'est pas pour ça que vous êtes retoqué, quoi. Ça fait pas de mal, hein. Je pense que c'est même un atout, mais si vous l'avez pas, c'est pas grave, hein. Et puis faut pas mentir, hein. ça va sans dire. Merci à tous les deux. On prend une autre question? Profitez-en. Vous avez des questions à poser à Fabrice et Nicolas, c'est le moment. Oui, vous avez... Bonjour, Philippe Dumont, WeSpeak, on fait de la biométrie vocale. Vous avez mentionné tous les deux le choix du consultant. Les équipes de l'EIC ont effectivement mentionné ça.
Alors, j'ai entendu que vous aviez fait des interviews et autres. Maintenant, est-ce que vous pouvez peut-être préciser d'autres critères qui sont pour vous importants? Pour la petite histoire, pour donner un peu de contexte, on vient de faire un Innov. On a effectivement travaillé avec un consultant, donc j'imagine que c'est assez proche. Il y a sûrement des choses spécifiques à l'IEC, et c'est votre retour d'expérience, c'est ce que vous pourriez apporter qui m'intéresse. Merci. Et bravo. Hein. Merci, bravo. Ouais, je peux peut-être prendre la balle au bon. Donc, nous, on avait fait un Innov, on n'avait pas fait appel à des consultants, c'est de même. Moi, je suis toujours, enfin, j'ai bossé 3 ans dans le consulting, donc je suis toujours très méfiant sur les consultants. Mais ceci dit, ils sont indispensables, il faut prendre les bons. Nous, l'avantage avec la nôtre, c'est qu'elle elle fait partie, alors je ne sais pas quel est exactement les statuts, mais il y a un pool de personnes qui sont comment dire, alors je ne sais pas quel est le terme exact, mais pas forcément impliquées, mais en tout cas consultées par le IC pour faire évoluer les programmes, etc. Donc, elle est à la fois consultante, donc à la fois extérieure, mais elle a quand même une vision assez claire de ce qui se passe dans l'évolution des programmes de l'IC, de la politique, etc. Donc, elle connaît bien les mécanismes internes. Bon, elle n'influence pas évidemment, hein, mais elle a vraiment su, c'est ça que je recherchais vraiment, nous coacher sur les do's and don'ts, les bonnes pratiques, les choses à faire, à pas faire pour mettre pour bien présenter le dossier et mettre toutes les chances de notre côté. Et après, il y a un autre point, c'est quand même le fee que prend le consultant, et là aussi, il peut y avoir de la variabilité d'un consultant à l'autre. Mais bon, vas-y, Nicolas, je te laisse. Oui, clairement. Ça, c'est le deuxième point que je voulais mentionner, mais déjà, il faut choisir quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler, parce que vous allez travailler beaucoup avec lui ou avec elle. Du coup, effectivement, le feeling, je pense qu'il est malheureusement, heureusement, je pense, essentiel. Et effectivement, les fees, en fait, quand vous gagnez 2,5 millions de subventions et je ne sais pas combien d'equity, estimez la facture que ça va faire. Et rendez-vous compte de qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme prestation par rapport à la facture que vous allez être obligé de mettre en face. Et pour le coup, je sais pas, moi j'ai un sentiment que, enfin voilà, j'en ai vu plusieurs, et en l'occurrence, il y en a un qui m'a fait une proposition, déjà élevée, mais à la fois sur le grant et sur l'equity, avec les mêmes taux, et en fait, ça faisait une facture mais astronomique. J'ai même pas compris comment il avait osé mettre une possibilité de facture pareille. Et celui que j'ai choisi, il y avait des stratégies beaucoup moins hardcore en termes de fees, et d'ailleurs, c'était des fixes, qui étaient plutôt liés à une prise de risque ou pas, en fonction d'un fixe et un variable, mais que le variable était défini à l'avance. Et du coup, voilà, comptez la facture que vous allez avoir à la fin. Parce qu'en gros, si vous avez une facture qui dépasse 500 000 €, vous la paierez jamais avec bon cœur, quoi. Ça, c'est certain. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai payé une facture inférieure à 100 000 € et je suis très content. Merci à tous les deux. Merci. On peut prendre encore 2 dernières questions. Alors, je vois que Florian nous a posé une question. Est-ce que le consultant qui vous a accompagné était expert du domaine précis de votre secteur d'activité? Alors moi, j'ai un problème d'avoir un mouton à 6 pattes, donc du coup, c'est compliqué. Mais il avait une connaissance de l'énergie et moins de la partie informatique. Mais c'est pas... Enfin, quand je disais, en fait, l'expertise du consultant, c'est qu'on doit rechercher, c'est celle de la connaissance du dispositif. Et comme disait Fabrice, effectivement, un peu des arcanes, même si la plupart des gens ont les informations, il y en a certains qui en ont plus que d'autres, un peu plus que d'autres. Oui, même chose. Consultant qui fait, qui fait de la santé, hein, donc elle n'est pas complètement naïve, mais pas du tout spécialiste de notre domaine, ni des soins intensifs. Hein, mais bon, c'est pas ça qu'on cherche. Parfait, merci beaucoup pour vos retours. Une dernière question? Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole pour une dernière question à Fabrice et Nicolas? Justement, juste une dernière question en fait pour moi en fait.
Combien faut-il compter pour le temps avant le dépôt des premières propositions? Est-ce qu'il faut travailler 2-3 mois avant ou plus? Normalement, selon vous, c'est quoi la bonne pratique? C'est une bonne question. Moi, je vous avais dit 1 mois et demi, et c'était 1 mois et demi en plus avec les vacances de Noël, donc franchement, c'était court. Je pense que la difficulté, c'est entre le sprint et le marathon. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. C'est-à-dire que si vous faites le sprint, vous n'y arriverez pas, et le marathon, vous risquez de vous démotiver et puis d'un moment, à plus avoir le rythme et pas la pression. Enfin, voilà. Faut voir aussi que les consultants, généralement, ils ont d'autres dossiers. Alors, pas forcément d'autres dossiers EIC, mais d'autres dossiers en parallèle sur d'autres dispositifs. Du coup, ils ont aussi des moments où ils seront moins dispo. Donc, je pense que aller entre 2 et 3 mois pour la préparation, je pense que c'est un bon équilibre. Et après, il ne faut pas oublier que, comme souvent, il y aura probablement hors dépôt. Et là, pour le coup, le hors dépôt est beaucoup plus simple. Et les efforts sont beaucoup plus ciblés, beaucoup plus impactants. Il y a beaucoup plus d'efficacité sur les travaux du deuxième dépôt. Donc voilà, moi je dirais entre 2 et 3 mois pour constituer le premier dépôt, et après allez, un petit mois pour le deuxième dépôt. Alors, nous, je dirais, avant la phase 1, on a dû s'y prendre vraiment 2 mois avant, sachant qu'on ne travaille pas que là-dessus, évidemment, heureusement, mais ça mobilise une partie du temps. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir bien les idées au clair avant de faire la phase 1. Parce que finalement, c'est pas un élévateur pitch, parce que c'est plus consistant qu'un élévateur pitch, mais c'est la trame, et c'est les messages, et c'est ce que vous voulez mettre dans le projet qui est déjà dans la phase 1. Après, la phase 2, ce qui est très long, fastidieux, on l'a dit, c'est la rédaction, c'est mettre ça dans les bonnes rubriques, dans l'interface. Et là encore, ouais, ben, 3 mois entre le résultat de la phase 1 et puis le dépôt de la phase 2, donc c'est pas trop. Hein. Puis après, il y a l'oral où il faut bien 1 mois, encore une fois, on ne pas de temps plein, bien évidemment, mais l'équipe est quand même mobilisée pendant un bon mois sur l'oral, de façon assez régulière, pour être serein le jour J. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un bon tour de piste. Est-ce que vous avez éventuellement, Fabrice et Nicolas, un dernier message ou quelque chose que vous aimeriez encore faire passer Ouais, aux entreprises françaises, futures candidates et on espère lauréates? alors je vais aller très vite, mais il y a quand même une question d'Hélène. La modélisation financière sur 5 ans a été très analysée ou vue assez rapidement. Franchement, j'en sais rien, mais c'est comme les investisseurs. En fait, ils ont besoin d'un BP pour se baquer, mais en vrai, une startup, ça reste quand même un peu beaucoup de feeling, et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire passer, c'est la réalité du business et de la manière dont vous allez y accéder. Je pense qu'il faut quand même faire des efforts propres sur la partie financière, modélisation financière, parce que de toute façon, si vous cherchez des investisseurs, vous aurez quand même à faire des choses importantes là-dessus. Non, je voudrais rajouter un truc sur les coachs. Les coachs qui sont, après le succès en phase 1, vous avez accès à des coachs, et nous, on en a eu un très bien, qui nous a bien aidé, et alors en l'occurrence qui a beaucoup plu à mon président, ce qui fait que ça a permis notamment à la fin en fait, les euros blancs, on les a aussi refaits avec le coach, et pour le coup il y a eu pas mal de choses assez efficaces à ce niveau-là, et bien choisir un bon coach. Alors bon, après on a peut-être eu de la chance, j'en sais rien, mais nous personnellement on a eu une bonne expérience, et il faut surtout pas laisser passer ça, quoi. Pour rappel, c'est quelque chose qui est mis à la disposition par l'IIC une fois qu'on a franchi la première étape. Fabrice, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que tu as pu indiquer? Non, je dirais ça a un coût, ça prend du temps, mais ça vaut le coup si on croit vraiment à son projet, si on a quelque chose de disruptif. Donc on sait que voilà, notamment il y a eu des investisseurs, soit pour s'y substituer partiellement, soit pour renforcer leur appétit. Voilà, encore une fois, c'est un label dans la deep tech qui, à mon avis, est le meilleur label qu'on puisse avoir, quoi. Donc, en tout cas, de ce côté-ci de l'Atlantique. Ça vaut le coup. Je pense qu'il faut pas sous-estimer la tâche, mais c'est tout à fait faisable. On l'a fait, d'autres l'ont fait. Chaque session, il y a une quinzaine, je crois, ou une dizaine de GQCD, ou peut-être loin, de lauréats français, donc c'est possible. Et c'est un travail qui n'est pas inutile, rien que personnellement, pour l'entreprise, on va dire, de mettre à plat pas mal de choses. Et donc, ok, il y a des choses qui seront redondantes dans le questionnaire, mais des fois, c'est des bonnes questions qu'on ne se pose pas forcément de manière systématique.
Parfait, je vous propose de conclure cette session maintenant. Donc, encore une fois, un grand merci, Nicolas et Fabrice, pour vos précieux témoignages. Et puis, pour tous ceux qui participaient à cette session, on vous encourage à vous lancer dans ce dispositif. Vous l'avez compris, je pense que c'est un dispositif auquel on croit tous, qui est exigeant, qui est complexe, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc, c'est ce qu'on voulait également vous faire partager aujourd'hui avec ce webinaire. Et puis, je vous recommande également pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits dans cette communauté, mais il y a une communauté IIC Accelerator France dans EuroQuity. Je vous encourage à vous y inscrire. Ça vous permettra d'avoir au fil de l'eau l'ensemble des informations sur l'IIC Accelerator, ses programmes, ses évolutions, et d'être invité à de nombreux webinaires et événements. Donc, merci à tous et puis bonne fin de journée. Au revoir.